L'artère carotide commune est la branche principale qui va vasculariser l'extrémité céphalique, donc le cou et la tête. Et donc c'est une artère qui naît directement de la crosse aortique, à droite par l'intermédiaire du tronc brachiocéphalique. Alors, on va faire un petit schéma introductif ici, très succinct. Donc ici, on représente la crosse aortique qui donne donc à droite un tronc brachiocéphalique, comme ceci, qui va se diviser lui-même très rapidement en arrière de l'articulation sternocostoclaviculaire droite, en artère subclavière droite et artère carotide primitive, ou commune bien sûr. Puis ensuite, on aura à gauche la naissance de l'artère carotide commune gauche, suivie indépendamment d'une origine donc de l'artère subclavière gauche. Ce qui fait que, effectivement, en termes de rapport, les rapports de l'artère carotide commune gauche se feront de manière plus postérieure que ceux de droite. Et de la même façon, en termes de rapport, à droite, on aura un segment uniquement cervical, qui lui-même sera divisé en plusieurs parties, alors qu'à gauche, on aura un segment thoracique pour toute la portion de l'artère carotide commune qui n'est pas encore sortie par l'orifice supérieur du thorax. Et ensuite, évidemment, on aura un segment à la base du cou avant que l'artère carotide commune ne rejoigne la gouttière carotidienne, anciennement appelée la région sternocléido-mastoïdienne. Et ensuite, on aura, d'un point de vue topographique, une partie qui sera dite bicarotidienne ou terminale, qui en fait sera la partie où l'artère se termine en ces deux branches principales, donc la carotide externe et la carotide interne. Sur une vue latérale, nous allons représenter donc l'anatomie descriptive de cette artère carotide commune. Et donc, j'ai déjà fait le schéma pour gagner du temps. Si vous voulez apprendre à faire ce schéma facilement, donc à savoir la vue latérale du cou, eh bien, c'est très simple, il y a un lien qui va s'afficher en haut de l'écran pour accéder à la vidéo tuto du dessin de cette vue, qui est indispensable pour traiter un grand nombre de questions, à commencer par, comme on l'a vu, ou on va le voir, l'artère carotide commune. À droite, on l'a dit, l'artère carotide commune naît de la division en artère carotide commune droite et artère subclavière. Division du tronc brachiocéphalique. Ici, on a le fameux tubercule de la première côte, anciennement le tubercule de Lisfranc, qui donc a un repère anatomique important pour placer l'artère subclavière droite qui va passer en arrière de lui. Comme ceci, donc je représente l'artère subclavière droite ici, le tronc brachiocéphalique ensuite, et la naissance de l'artère carotide commune qui se fait donc comme pour l'artère subclavière en arrière de l'articulation sterno-costo-claviculaire à environ 3 cm et en regard de T1. Ici on est sur la première vertèbre thoracique. Donc là, à droite, on l'a dit, l'artère carotide commune sera directement cervicale. Donc elle va avoir des rapports ici avec la portion on va dire cervicale basse, donc avec l'orifice supérieur, enfin avec les éléments de l'orifice supérieur du thorax. Mais ça, on verra ça dans la vidéo consacrée au rapport topographique de l'artère. Ici, on reste sur du descriptif simple. Ensuite, elle va rejoindre la gouttière carotidienne, dont effectivement les éléments, on va le voir plus facilement sur une coupe. On va même les placer tout de suite pour plus de clarté. Donc,
on va faire la coupe en C6 ici, avec effectivement, dire que c'est une vue supérieure par exemple de la coupe, donc ce sera le côté droit ici. Donc ici on représente d'abord schématiquement la vertèbre cervicale, C6, et les muscles. Donc d'abord les muscles prévertébraux ici, avec le long du cou. Et ensuite on aura les muscles latéraux vertébraux qui, au niveau cervical, sont constitués par le scalène antérieur qui va prendre son origine sur le tubercule antérieur du processus transverse de la vertèbre cervicale. Donc ici on met SCA pour scalène antérieur. Et sur le tubercule postérieur du processus transverse, on aura, par un tendon commun, la naissance des scalènes moyens et inférieurs. Comme ceci. Ensuite, on va avoir différentes formations aponevrotiques au niveau du cou, à commencer par l'aponévrose cervicale profonde. Ensuite, on aura ici une aponévrose postérieure de la loge viscérale du cou, qui va être constituée ici par, en arrière, l'ésophage, et en avant, comme ceci, la trachée. Voilà. Donc loge viscérale du cou, pour l'axe viscéral du cou, axe central, médian et symétrique, comme ceci. Et à ce niveau, on est en C6. Excusez-moi, j'ai oublié d'orienter le schéma. Donc effectivement, ici, c'est ventral. Et ici, on a dit, vu que c'était une vue supérieure de la coupe, ici, c'est la droite, c'est latéral droit. Donc, on va avoir ici, hop, un espace rétro-viscéral. Et ensuite, à ce niveau-là, puisqu'on est au niveau de C6, on va retrouver la glande thyroïde. Donc je vais choisir une couleur différente pour la différencier. Donc et là c'est le lobe droit de la thyroïde également. On va mettre TH ici comme ceci. Et donc on va avoir ici entre, d'un côté, donc à la partie postérieure et enfin la partie postérieure et un petit peu interne, on va avoir donc la première paroi de la gouttière carotidienne, et en dedans on aura donc la loge viscérale, et effectivement on voit ici la formation de la gouttière en question. Et c'est ici, dans cette gouttière, qu'on va retrouver l'artère carotide commune, qui sera recouverte par la veine jugulaire interne, et au niveau de la partie postérieure de ces deux vaisseaux, dans l'angle dièdre qu'ils forment, on va retrouver un nerf, et non des moindres, le 10e nerf crânien. Et on peut ajouter éventuellement les nerfs cardiaques supérieurs qui cheminent aussi
en arrière de la carotide. Et du coup, ces vaisseaux et nerfs sont compris dans une gaine qu'on appelle la gaine vasculaire, comme ceci. Et bien sûr, cette gouttière va être fermée par d'autres éléments musculaires, musculo-aponevrotiques on va dire, avec notamment une aponévrose cervicale moyenne, qui elle-même sera recouverte ensuite par une aponévrose cervicale superficielle. Ici, on retrouve le ventre antérieur du muscle homo-hyoïdien, comme ceci. Et voilà, l'aponévrose cervicale moyenne, comme ceci. Et enfin, on va avoir, qui ferme vraiment la région et qui donnait son ancien nom à la région de la gouttière carotidienne, on va avoir le muscle sternocléido-mastoïdien et son bord postérieur qui donne naissance, qui était compris en fait dans un dédoublement du feuillet de l'aponévrose cervicale superficielle. Et donc effectivement, on a le feuillet de l'aponévrose cervicale superficielle réunifié qui ira lui-même ensuite se rediviser au niveau du muscle trapèze, son faisceau supérieur. Donc on a les trois feuillets profonds, moyens et superficiels des différents aponévroses cervicales. Ensuite, autre élément vasculaire qu'on peut retrouver ici, on va avoir bien sûr dans le foramen transversaire de la vertèbre cervicale, on va retrouver en dedans l'artère vertébrale, la fameuse, et en dehors la veine vertébrale. De la même façon, on va placer, ici on est en C6, donc on distingue encore le nerf vertébral antérieur du nerf vertébral postérieur. La formation ne s'est pas encore épanouie, on a un plexus périvertébral, périartériel vertébral, et on peut également ajouter ici les autres formations nerveuses importantes de la région, donc à savoir ici branche antérieure et branche postérieure du nerf rachidien C7, ici, ou C5 si on est sur une vue supérieure, c'est C5 puisque C6 est en dessous, elle est en coupe, donc ça reste très schématique. Mais donc branche antérieure, branche postérieure, nerf rachidien qui naît de la réunion des racines antérieures et postérieures en provenance de la moelle épinière. On peut bien sûr, ne jamais l'oublier, placer le ganglion spinal ici, à proximité du massif articulaire, de la zygapophyse de la vertèbre. Et bien sûr, les nerfs vertébraux ont des rameaux communicants avec le nerf rachidien. Ensuite, autre formation nerveuse notable, on va avoir ici, en avant du scalène antérieur, le nerf phrénique, compris dans un dédoublement de l'aponévrose. Donc ici, c'est le nerf phrénique. Et de la même façon, on peut placer le nerf récurrent laryngé, nerf laryngé inférieur ici, qui remonte après avoir, puisqu'on est à droite, après être né du nerf pneumogastrique et avoir contourné l'artère subclavière et remonter donc en direction du larynx. Et ensuite, on a également ici la branche la branche descendante du 12e nerf crânien, le grand hypoglosse, et on a également ici, donc en dehors de la gaine vasculaire, la branche descendante du plexus cervical. Et les deux, bien sûr, un peu plus bas, s'anastomoseront en une anse qu'on appelle l'anse de l'hypoglosse,
qui donnera entre autres des branches musculaires, motrices pour les muscles infra-hyoïdiens. Dernière chose à placer sur cette coupe ici, on va avoir ici une branche collatérale de l'artère subclavière qui va passer en arrière de la gaine vasculaire, carotido-jugulaire, et rejoindre la glande thyroïde. C'est bien sûr l'artère thyroïdienne inférieure en provenance du tronc thyro-bicervico-scapulaire, donc le tronc collatéral, enfin une des collatérales de l'artère subclavière. Et à ce niveau-là, il reste une formation nerveuse à placer qui est parfois le ganglion ou un cordon sympathique, mais c'est effectivement un élément de la chaîne latérovertébrale cervicale. Donc soit on est à ce niveau-là au niveau du GCM, et parfois l'artère thyroïdienne inférieure va traverser le GCM, ou alors former une anse qu'on appelle l'anse de Dropnik, et du coup elle est située effectivement ici au niveau de cette coupe en C6. Et voilà pour les éléments principaux de cette coupe qui nous permettent de placer les rapports principaux de l'artère carotide commune. Revenons donc maintenant sur le schéma où nous avons pu effectivement situer un peu mieux les différents rapports de l'artère avec son voisinage. Donc nous allons maintenant nous intéresser justement très rapidement à placer effectivement l'ésophage ici et le pharynx notamment. Donc on va placer les muscles du pharynx, donc les muscles constricteurs, à commencer par donc, le constricteur inférieur du pharynx, ici. Cela permettra de placer l'artère carotide commune. Donc ensuite on a, ça va être plus facile de représenter d'abord le constricteur supérieur, et le constricteur moyen va être plus profond et il va naître lui de la petite corne de l'ossioïde comme ceci. Voilà, très schématiquement, c'est pour représenter quelques rapports supplémentaires au niveau de la région. Ajoutons également, pour finir avec le pharynx, très schématiquement, ici qu'on va avoir voilà, le pharynx et là son aponévrose exopharyngée, enfin sa couche exopharyngée, et donc ensuite on aura l'aileron du pharynx qui sera tendu effectivement jusqu'à l'apophyse, enfin le processus thyroïde, pardon, et qui formera les parois de la loge parotidienne dans laquelle cheminera l'artère carotide externe et dont sera exclue entre guillemets l'artère carotide interne qui elle se retrouvera dans la loge rétro-parotidienne. Mais on verra ça quand on abordera l'anatomie de ces deux vaisseaux. Donc ensuite, ajoutons également plus bas, dans la partie inférieure, la présence de l'ésophage ici. Ésophage cervical, qui deviendra bien sûr thoracique une fois qu'il passera l'orifice supérieur du thorax. Maintenant que ces éléments ont été placés, eh bien, il ne nous reste plus qu'à montrer le trajet et la terminaison de l'artère carotide commune. Alors la terminaison, on va d'abord parler de la terminaison puisque ça sera plus facile de placer le trajet ensuite. Donc il est classique de dire que la terminaison de l'artère carotide commune se termine environ en regard du disque C3, C4 ou C4. Ça, c'est la disposition classique. Il y a évidemment des variations, plus ou moins nombreuses, plus ou moins fréquentes, dont nous dirons un mot un peu plus tard.
pour l'heure, plaçons la terminaison de l'artère à proximité de C3, C4. Et cette division se fait par une bifurcation dont l'angle peut varier là aussi également, en plus de la hauteur. Mais la bifurcation se fait en deux branches. D'abord, une branche carotide interne, qui est d'abord externe à son origine, et c'est paradoxalement la carotide externe qui est plutôt médiale. Et du coup, effectivement, c'est ensuite que le vaisseau, la carotide externe, va progressivement se latéraliser, passer devant, puis en dehors de la carotide interne. Donc on l'a dit, la carotide externe, elle, va continuer son chemin, donc éventuellement on peut la placer très succinctement. Mais avant cela, du coup, il est nécessaire de placer le muscle stylo-yoïdien ici, avec sa boutonnière qui laisse passer le tendon du muscle digastrique. On peut représenter ici. Donc ici, on a affaire au muscle digastrique qui vient de traverser donc le muscle stylo-yoïdien et qui est maintenu à l'ossioïde par une petite poulie de réflexion ici. Donc c'est un repère anatomique important pour l'artère carotide externe puisqu'elle va passer au niveau de ce qu'on appelle la fourche stylienne. Et on verra ça dans la vidéo consacrée à l'artère carotide externe. Donc pareil, je ne vais pas détailler ses collatérales ici. On représente juste le trajet principal de l'artère et sa division elle aussi en deux branches terminales, à savoir la grosse artère maxillaire, anciennement maxillaire interne, et plus petite mais non négligeable, artère temporale superficielle. Voilà pour le trajet de l'artère carotide externe. Et le trajet de l'artère carotide interne, on l'a dit, va progressivement se médialiser et se postérioriser, enfin en tout cas se retrouver dans la loge rétro-parotidienne. Donc on peut mettre un peu plus de couleur sur les vaisseaux pour bien les représenter. Et il va falloir maintenant parler de quelques éléments notables au niveau de l'artère, enfin, au niveau de la bifurcation de l'artère carotide commune. Voilà, et ici plus loin, on peut apercevoir la naissance de la carotide commune gauche. Notons d'abord, au niveau de la bifurcation, un renflement qui est tantôt décrit comme étant situé à la terminaison de l'artère carotide commune et souvent décrit comme à l'origine de l'artère carotide interne. Il s'agit du sinus carotidien, qui est une formation neurovasculaire, riche en récepteurs nerveux, sensitifs donc, qui enregistre les variations de pression, donc qui est riche en récepteurs, en barorécepteurs, donc qui enregistre les variations de pression au niveau du vaisseau. Et si on a une augmentation ou une diminution de la pression au sein de l'artère carotide, on a en retour un arc réflexe qui va aller stimuler la fréquence cardiaque, donc l'augmenter ou la diminuer. Comme on le verra, le tout passe par un nerf qui est une branche du nerf glossopharyngien, le 9e nerf crânien, le nerf de Hering, comme on l'appelle. Et ensuite, on a soit à la bifurcation, donc vraiment entre les deux vaisseaux, soit à la face postérieure de l'artère carotide interne, une autre formation nerveuse qui est appelée glomus carotidien,
et qui est, elle, une formation constituée de chémo ou chimiorécepteurs et qui, elle, donc, est sensible aux variations d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang, et donc qui, elle, pareil, par voie réflexe, va être capable d'influencer la fréquence respiratoire en l'augmentant ou en la diminuant en fonction des besoins de l'organisme et en fonction de la qualité du sang à un instant T. Il y a d'autres récepteurs de ce type un peu partout dans l'organisme, et ceux-là sont notables comme au niveau de la crosse aortique ou au niveau du rein. Ensuite, parlons de branche collatérale de l'artère commune, carotide commune. C'est simple, elle n'en a pas dans la disposition classique. Dans la disposition classique, c'est une artère de passage qui ne donne aucun vaisseau sur son chemin, comme d'ailleurs la portion cervicale de l'artère carotide interne. Bien sûr, il y a des exceptions, comme on le verra rapidement avec les variations, parce qu'en fonction de la hauteur de la variation des artères, la hauteur de la naissance des artères carotides externes, et bien parfois, effectivement, la carotide commune se retrouve à donner des branches collatérales, notamment pour la thyroïdienne supérieure, qui est donc la première branche collatérale de l'artère carotide externe. Voilà, pas de collatéral dans la carotide commune, dans la disposition classique. Ensuite, effectivement, donc, au niveau des dimensions, c'est un vaisseau large et long, donc il fait une douzaine de centimètres, qui est bien sûr plus long à gauche, où il fait une quinzaine de centimètres à peu près, en moyenne. Et effectivement, le diamètre est de 12 mm. Donc c'est un vaisseau de gros calibre qui donc achemine le sang vers l'extrémité donc céphalique, donc la tête et le cou, via l'artère carotide interne et externe. Et du coup, effectivement, l'autre branche importante est l'artère vertébrale, qu'on n'a pas représentée ici, mais qui passe, elle, vous le savez, par les foramen transversaires ici, situés ici, et voilà, elle est de dimension moindre. Les variations maintenant, donc en fait, il y en a plusieurs, mais les variations principales vont se faire principalement sur la hauteur de la bifurcation et de la terminaison donc, de l'artère carotide primitive, commune. En fait, on a deux types de variations. On a des bifurcations dites basses, en regard de C5, ou plus bas même, et qui sont plutôt rares, et des bifurcations qui vont se situer entre le processus styloïde et C2, et qui sont plus fréquentes, et qui ont plus de conséquences au niveau de la distribution artérielle, puisque comme on l'a dit juste avant, effectivement, plus les carotides internes et externes vont naître tardivement, et plus effectivement il y a de chances que l'artère carotide primitive, commune, donne des branches collatérales, et notamment effectivement la thyroïdienne supérieure ou la linguale, et effectivement du coup les autres vaisseaux peuvent avoir une origine plus tardive entre guillemets qu'à l'accoutumée, enfin que dans la disposition classique. De la même façon, chez le même individu, entre la droite et la gauche, on peut avoir des variations de hauteur de la bifurcation. C'est-à-dire qu'à droite, on peut avoir un type classique, et à gauche, un type haut ou un type bas de bifurcation. Également, cas rapporté chez un certain nombre de patients, une inversion entre la carotide externe et la carotide interne, c'est-à-dire que effectivement la carotide externe est postérieure et ces branches vont venir contourner la carotide interne en avant pour aller distribuer et irriguer leur territoire classique. Donc évidemment, de nombreuses variations au niveau de ces vaisseaux, et du coup dont certains ont une importance principalement dans la chirurgie.